après l'Allemagne, Netflix nous refait voyager, et cette fois-ci en Espagne. La Casa de Papel, saison 1 et 2. J'ai bel et bien dit saison 1 et 2 et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. La Casa de Papel est une série créée et produite par un média espagnol. Netflix ne fait que la distribuer. Ce n'est donc pas une série originale Netflix et c'est très important parce que Netflix ont eu un rôle à jouer dans la série et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. La Casa de Papel, c'est l'histoire de ce braquage. C'est le braquage de la maison de la monnaie, là où on fabrique l'argent en Espagne. Ces braqueurs vont rentrer dedans et juste prendre des otages et rester dedans le plus longtemps possible afin de fabriquer leur argent, fabriquer des billets, afin d'en fabriquer le plus possible et de s'en aller après. C'est l'histoire d'un braquage qui est hyper complexe et je vous avouerai que le braquage est juste intelligent et juste super intéressant à voir comment ça marche, comment ça fonctionne, où sont les problèmes, où sont les solutions, etc. Mais la vraie force de la Casa de Papel, c'est pas son braquage en lui-même, même si l'idée et le concept sont intéressants. La force de Casa de Papel sont les personnages. Les personnages ont tous des noms de villes. On a Tokyo, Berlin, Rio, Moscou, Oslo, Helsinki, Nairobi, Denver, je sais pas si j'en oublie. Enfin, ils ont tous des noms de villes et ils sont tous hyper attachants. C'est vraiment la grosse force des Casa de Papel. Et non pas parce qu'ils sont attachants, parce qu'ils ont un passé, etc. Leur passé est pas très intéressant. La chose la plus attachante et la plus intéressante dans Casa de Papel sont les relations entre les braqueurs et entre quelques membres de la police. Ces braqueurs sont à l'intérieur de la banque et il va commencer à avoir des relations entre ces braqueurs, pas de relations amoureuses, mais une relation de conflit ou peut-être même d'amour d'ailleurs, des relations avec des braqueurs. Enfin, il y a une vraie alchimie qui va se créer autour de tous ces personnages et ils font un tout qui est concret et qui a l'air organique. Et de l'autre côté, on a le professeur, qui s'appelle le professeur, et qui a organisé tout braquage depuis des mois. Et ce qui se passe, c'est qu'on a donc cette série qui parle intégralement du braquage, et entre ces moments de braquage, il y a ces moments de cours, où il littéralement le professeur qui va donner des cours de braquage, qui va expliquer comment ça va se passer, etc. Et le truc que je trouvais intéressant, c'est que bon, les moments de cours, c'est les moments de flashback, mais il y a aussi une narration. Notre personnage principal, c'est Tokyo, plus ou moins personnage principal. Enfin, c'est elle qui fait la narration de la série. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va faire de la narration, mais flash forward. Elle va dire des mots, elle va dire des trucs qui n'ont pas encore eu lieu. Et c'est hyper intéressant d'un point de vue scénaristique parce qu'on va se dire, oh, ce truc a l'air d'être une bonne idée, puis après Tokyo va dire, et c'est là qu'on a foiré. Et tu te demandes pendant tout l'épisode comment est-ce qu'ils ont réussi à foirer et pourquoi. Et c'est vraiment la force de la série, c'est ces flash forward qui sont uniquement faits par la narration, ces flashbacks qui montrent un peu comment l'alchimie a été créée, et vraiment le braquage où vraiment l'alchimie est à son maximum. Je suis littéralement tombé amoureux de tous les personnages de cette série. Mes deux personnages préférés, c'est Berlin et Nairobi. Alors, c'est assez bizarre parce que déjà c'est dur d'être attaché à des braqueurs de banque, mais ils y donnent des raisons très particulières dans la série. Mais en fait, on voit vraiment leur humanité à travers cette série, et ça je le trouve le plus intéressant. Mais la manière dont on passe à détester, adorer des personnages est juste incroyable. Tokyo, pour moi, au début je me suis dit, oh c'est quelqu'un que j'aime bien. Puis des fois je la déteste, puis des fois je l'adore, puis des fois mais elle me dégoûte, et des fois je la redéteste, et des fois je la re-adore. Enfin, il y a des moments où on voit que c'est des vrais personnages parce que ils sont pas monotones. Tokyo, c'est un personnage qui évolue constamment, et ça qui est intéressant. Des fois on la déteste, des fois on l'adore. Berlin, c'est pareil, des fois on le déteste, on l'adore, c'est pour ça que je l'adore. Nairobi, c'est pareil, on se dit, oh c'est ce type de personnage, mais au final il est vraiment très différent de ce qu'on pensait. C'est hyper intéressant, et le plus intéressant et le plus intelligent pour moi, c'est que les noms de villes représentent un peu la personnalité de chaque personne. Nairobi, c'est un peu une sauvage dans sa manière de faire. Rio, c'est un peu un jeune qui a des étoiles dans les yeux. Et Berlin, c'est un gars un peu plus âgé, mais qui est hyper organisé, hyper précis. Moscou, c'est un gros barbu. Enfin, on a Helsinki et Oslo. Alors eux, c'est des grosses brutes qui viennent de l'Est. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant comment, juste par un nom, par des clichés, on s'attache à des personnages et on a leur personnalité révélée. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Donc la véritable force des Casa de Papel sont les personnages et les relations. C'est vraiment pour ça que la série mérite d'être regardée, c'est qu'on a des personnages qui sont hyper attachants, et c'est un peu comme Lost, dès que vous y êtes, vous y êtes. Maintenant, l'intrigue principale, elle est très appréciable. C'est vraiment, la première saison est vraiment très bien, le braquage est bien mis en place, on voit exactement où ça va aller, on a hâte d'y arriver, et c'est là pour moi que ça va casser un peu. C'est que la saison 1 est géniale, et la saison 2, c'est un peu plus compliqué. Là, je vais vous expliquer pourquoi Netflix a un rôle assez important dans la série, et c'est très important de le savoir, parce que en Espagne, la série a, il me semble, 15 épisodes. 15 épisodes. Il n'y a pas 2 saisons en Espagne, il n'y a qu'une seule saison de 15 épisodes. Des épisodes d'1 heure à 1h10. C'est très important. Netflix a sorti la première saison, qui correspond à 9 épisodes de la version espagnole. Et chez nous, ça sera 13 épisodes de 45 minutes, au lieu d'avoir 9 épisodes d'1h10.
Du coup, Netflix s'est permis, je pense avec l'aide du média espagnol, de couper différemment les épisodes. Et ce qui s'est passé, c'est que la version Netflix est bien meilleure. Est bien meilleure parce qu'un épisode d'1h20, avec ce genre de format, n'est juste pas bonne. La série fonctionne parce que elle a un rythme qui est extrêmement efficace. 45 minutes, cliffhanger, 45 minutes, cliffhanger, 45 minutes, cliffhanger. La deuxième saison, qui n'est pas encore sortie en France, elle sortira le 6 avril sur Netflix, et qui sera en théorie découpée en 10 épisodes, n'a pas le même impact. Peut-être parce que je me suis habitué à la version de 13 épisodes, mais surtout que 1h10 pour ce genre de série, c'est trop. C'est juste beaucoup trop, il n'y a pas le même rythme, ça déglingue pas autant, on n'a pas trop envie de voir la suite, et ça se limite, ça fait une série qui est extrêmement différente. La version Netflix est plus rythmée, plus dynamique, plus efficace, et ça vous donne envie de continuer. La saison 2, qui est censée être plus importante que la saison 1, parce que c'est vraiment la conclusion de la saison, genre les 6 derniers épisodes de la version espagnole, est beaucoup plus lente, beaucoup moins intéressante, et t'as juste l'impression qu'il se passe beaucoup moins de choses. Qui, rétrospectivement, n'est pas le cas. Il se passe autant de choses dans la première partie que la deuxième. Sauf que le fait que la série soit coupée en 70 minutes plutôt qu'en 45 change tout. Et change vraiment tout. Du coup, ce que je vous conseille si vous voulez voir Casa de Papel, c'est que attendez la saison 2 sur Netflix parce que, à mon avis, elle sera bien mieux coupée et plus divertissante à regarder. Cependant, ça sera très compliqué parce que la saison 1 finit en gros cliffhanger. Du coup, forcément, vous allez envie de voir la saison 2, ce que j'ai fait. Mais vu que la saison 2 n'est disponible nulle part en France, sauf sur internet, vous avez le droit des fois à des sous-titres un peu bizarres. Heureusement que l'espagnol ça s'approche du français et ça c'est reconnaissable. Donc il y a un problème de rythme qui peut se créer en fonction des versions que vous regardez. Je vous conseille quand même la version de Netflix. Je vais en parler des personnages vite fait parce que je vais aborder juste deux personnages très rapidement, c'est Helsinki et Oslo. Oslo ne parle pas espagnol, du coup il ne dit jamais rien le long de la série, il a aucun développement de personnage, il n'a rien pour lui, c'est extrêmement dommage. Helsinki, pour le coup, lui commence à parler à partir de l'épisode 7 ou 8 de la version Netflix. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ils voulaient faire un truc qui a été extrêmement prévisible, du coup il fallait qu'ils intègrent vraiment le personnage de Helsinki dans la série. C'est un peu dommage, ils auraient dû l'intégrer dès le début parce que c'est un gars qui a quand même une personnalité, et au final on se retrouve à avoir un Helsinki beaucoup plus complet à la fin de la saison parce qu'ils ont commencé à le développer. Et c'est un gars qui est vraiment attachant, mais au début c'est juste, c'est une brute, c'est un muscle. Et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir abordé beaucoup plus tôt. Et vraiment ce qui marche bien pour moi c'est la relation entre le professeur et la police. C'est la relation entre Tokyo et Rio, c'est la relation entre Berlin et tous les otages. Il y a vraiment, pour moi, la force de cette série, je vous le répète, ce sont les relations entre les personnages, et il y en a plein. La relation entre Nairobi et tous les braqueurs est fascinante. Je l'adore, ce personnage. Et c'est ça qui va vous tenir en haleine et qui va vous donner envie de continuer la série. En tant que série de braquage, c'est assez classique, il faut l'avouer, ça parle de thèmes, ils essaient de mettre la population de leur côté, ils essaient de faire un braquage clean, sans mort, etc. Du coup, ils en parlent un peu vite fait dans la série, les saisons 2 se concentrent plus sur l'aspect médiatique de la chose, mais c'est jamais le cœur de la série en tout cas. Ceci étant dit, l'action de la série, les scènes d'action, parce qu'il y en a quand même, c'est un braquage, c'est assez gênant. La mise en scène n'est pas intéressante de point de vue de la série. Il y a des idées, au début ils ont essayé de faire un truc à la Guy Ritchie. Le premier épisode de la série est l'un des moins bons. Vraiment, si vous avez vu le premier, vous êtes en mode « Ah, ça a l'air bien », la suite est bien meilleure. Vraiment, donc continuez. Si vous avez vu le premier épisode, vous êtes un peu mitigé, continuez quand même, ça vaut largement le coup. Et l'action et la mise en scène sont pas top, l'éditing aurait pu être mieux géré. Enfin, techniquement, c'est pas la meilleure des séries. C'est du point de vue du scénario que c'est intéressant, du point de vue de la musique qui est très entraînante, qui est très appréciable. Le générique, je l'adore. C'est le générique que je passais jamais parce que j'adorais la musique et la musique entre deux personnages, entre le professeur et un autre personnage, était juste mais incroyable. À chaque fois que vous l'entendez, j'avais des frissons, c'était super entraînant. Et grosso modo, c'est une série qui a des problèmes. Qui a des problèmes de rythme, surtout la version espagnole, qui a des problèmes de mise en scène, c'est parce que c'est juste pas intéressant du point de vue de la mise en scène, et c'est pas une grande série. Mais en fait, je la conseille fortement parce que vous allez juste tomber amoureux de ces personnages, et c'est comme vivre une histoire d'amour avec eux, et c'est juste fascinant. J'adore Casa de Papel parce que j'adore ces personnages. Et j'ai envie de les revoir, c'est juste ça, il n'y aura pas de suite à la série je pense, en tout cas ce serait une bêtise. Mais j'ai envie de revoir ces personnages dans des spin-offs ou n'importe quoi parce que je suis tombé amoureux de tous ces personnages. Et c'est rare qu'une série vous fasse ça. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était avec Lost, peut-être. Vous voyez à quel point c'était il y a longtemps. Donc je conseille forcément Casa del Papel, forcément Casa del Papel à beaucoup de monde, surtout aux gens qui aiment les histoires de personnages et de relations, etc. C'est un drame, hein, c'est pas une histoire d'amour non plus, hein, mais vraiment, il y a tellement de relations complexes dans la série que c'est entraînant, que vous pouvez pas vous arrêter, et que je l'ai fini en 3 jours. Voilà. Et c'est l'une des seules séries où j'ai vu une scène qui parlait d'informatique et où c'était pas absolument ridicule. Où c'était pas complètement stupide. D'ailleurs, dans la série, ils parlent de Bitcoin à un moment et ils se disent « Ouais, le Bitcoin, c'est 2500 $ en ce moment. »
Là, en ce moment, le Bitcoin est à 8000 euros, 8000 dollars, alors qu'il y a un mois, il était à 15 000. Enfin, c'est un délire. Forcément, quand on parle de Bitcoin, ça peut pas bien vieillir. Mais ça fait une bonne capsule temporelle en tout cas. Donc oui, Casa de Papel est pour moi un coup de cœur, c'est la vérité. Plus j'en parle, plus je l'aime. Mais sachez que c'est techniquement pas superbe. Ça peut être mitigé sur la seconde partie de la saison 2 qui sortira le 6 avril. Mais je vous la conseille quand même. Je vous la conseille quand même fortement, c'est un gros coup de cœur. Et pour moi, Casa de Papel mérite d'être vu. Avez-vous vu la Casa de Papel? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Tout ça dans les commentaires. Si vous aviez un nom de ville, vous vous appelleriez comment? Et essayez de me donner un nom de ville. Voilà, juste pour déconner, voir ce que ça peut donner. Quel nom de ville vous me donneriez? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et salut à tous.